Salut tout le monde, on va essayer de faire ensemble l'examen de CRFPA de 2023. Alors, par quoi il faut commencer si on veut aller le plus vite? Personnellement, je pense qu'il faut regarder d'abord la question. Ici, on voit, est-ce que société impact net peut obtenir gain de cause? Donc déjà, on a une direction. Obtenir gain de cause, c'est pas assez précis, on regarde un petit peu plus haut. Est-ce que le contrat est conclu? Voilà. Donc, est-ce que le contrat est conclu? Qu'est-ce que la société impact net veut obtenir? On peut supposer qu'elle veut obtenir une exécution forcée du contrat. Plus précisément, 3500 euros. On voit ici déjà. Maintenant qu'on est concentré sur la question, c'est-à-dire est-ce que le contrat est conclu, est-ce que la société ImpactNet peut poursuivre son exécution forcée, on va rechercher dans les faits tout ce qui est pertinent, c'est-à-dire tout ce qui peut avoir une incidence juridique par rapport, et seulement par rapport à cette question particulière, est-ce que le contrat est conclu, est-ce qu'on peut exiger l'exécution forcée. Et donc ça, je trouve que c'est plus efficace de commencer ici, en quelque sorte par la fin, par la question, pour après se concentrer et relire tous les faits en recherchant principalement ce qui peut être pertinent par rapport à cette question particulière. Donc, on regarde maintenant les faits. Qu'est-ce qui peut être pertinent? Déjà, on a ici une personne qui agit dans le cadre de son activité professionnelle. Déjà, ça, c'est pertinent, surtout par rapport au contrat conclu par voie électronique. On verra ça dans le code civil. Après, on a une autre personne, ImpactNet, qui, elle aussi, agit dans le cadre de son activité professionnelle. On a ici aucun document papier n'a été signé. Donc tout de suite, on a dans notre tête consensualisme, pas d'exigence de forme. Très bien, ça aussi dans le code civil, on va le voir plus tard. Courriel, attention, contrat conclu par voie électronique, ça aussi on le verra dans le code civil. Et seulement, toute exécution a lieu sous la forme d'échange de courriel, c'est-à-dire exclusivement sous la forme d'échange de courriel. Ça aussi, on verra que ça a une incidence, on va le voir dans le code civil. La date 2023, c'est après la réforme de 2016, donc on sait que le droit applicable, c'est celui depuis la réforme de 2016, le code civil actuellement en vigueur. Après, on regarde ici les questions qu'on a se poser par rapport à la conclusion du contrat. Il faut faire attention ici, on ne se pose pas la question relative à la validité du contrat, petite nuance. La validité, c'est la partie du code civil qui traite des contrats existants, mais dont les conditions de validité peuvent être mises en cause, qui peuvent être donc frappées de nullité. On pense notamment au manque de capacité des parties, un contenu illicite, ou alors un vice du consentement tel que l'erreur, le dol ou la violence. Mais ça, c'est des contrats qui existent déjà. Il ne s'agit pas de démontrer leur existence ou leur inexistence, mais de démontrer leur nullité. C'est ça la différence. Donc deux parties dans le code civil, une partie qui traite de la conclusion du contrat, et c'est ça ce qui nous intéresse, et une autre partie qui traite de la validité du contrat, et ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on ne va pas mettre dans notre majeur les conditions de validité du contrat. On va parler dans un sens large, oui, des conditions de validité, mais plus particulièrement de la conclusion, donc de la rencontre et de l'offre et de l'acceptation. C'est ça dont on va parler dans la majeure. On va regarder la conclusion. Et c'est vrai que c'est trompeur parce que dans la validité, il y a aussi le consentement. Or, pour la conclusion, la condition, c'est justement un échange de consentement, un accord de volonté. Mais il faut faire attention à bien distinguer le consentement nécessaire pour démontrer l'existence du contrat et le consentement tel qu'on l'entend dans les vices du consentement, tels que le dol, l'erreur et la violence. Voilà, il faut faire cette distinction-là. Et puis, cette distinction a même une incidence juridique très concrète par rapport à la prescription. Si on agit en justice pour dire que le contrat est nul, on s'appuie sur les articles 1128 et suivants du Code civil pour dire qu'il y a un vice du consentement, qu'il y a un contenu illicite, etc. Ça, c'est une prescription de 5 ans. Si par contre on veut établir qu'il n'y a pas de contrat du tout, là, il n'y a pas de prescription. Là, on veut juste agir sur le fondement de l'inexistence du contrat, il n'y a pas de prescription. Donc voilà une petite incidence pour illustrer un peu cette différence. Donc on retourne ici dans nos faits du cas pratique. Je vous remercie de votre effort sur le tarif. Ici, on peut supposer qu'il y a une offre. On rappelle brièvement les conditions de validité de l'offre, précise et ferme. Est-ce que l'offre est précise et ferme? Il répond à une offre. On ne voit pas le contenu de l'offre. Il faut bien préciser dans la majeure les conditions de validité de l'offre et de l'acceptation. Offre ferme et précise, acceptation dans les termes de l'offre et qui est sans réserve. On va s'intéresser à cette particularité ici de l'accord de principe. Voilà ce qui est particulier ici, très important. L'accord de principe, c'est donc un accord qui peut être interprété comme un accord avec une réserve. Et cet accord avec une réserve, il n'est pas non équivoque. C'est pas une déclaration non équivoque, c'est pas une manifestation non équivoque de la volonté de l'acceptant d'être engagé. C'est pour ça qu'on va devoir retenir ça et rechercher tout ce qui peut être pertinent par rapport à l'exigence du caractère non équivoque de la déclaration, de la manifestation de volonté. Tout ça, on va le rechercher dans la loi et la jurisprudence, on va l'écrire dans notre majeur, tout ce qui peut être pertinent. Attention, on a ici la somme de 3500 euros, ça c'est pertinent pour la preuve, parce qu'on sait qu'un acte juridique tel que le contrat est un acte juridique, pas un fait juridique, qui porte sur une somme supérieure à 3500 euros, la preuve doit être par écrit. Voilà, on ajoute dans notre majeur aussi par rapport à la preuve que l'écrit électronique, tel qu'il est présent en l'espèce, le courriel, est aussi un écrit suffisant pour prouver les actes juridiques qui portent sur une somme supérieure à 1500 euros. Pardon. On continue ici. Là, on voit que c'est un peu moins important par rapport à la question de la conclusion du contrat. Ça, c'est ce qui se passe après la potentielle conclusion du contrat. On ne sait toujours pas si le contrat est conclu ou non. En tout cas, ce qui se passe après, ça nous intéresse un peu moins pour la première partie. Ici, les 7 points, ça nous intéressera davantage pour la deuxième partie, les 3 points. On va regarder maintenant dans le code civil, qu'est-ce qu'on fait de tous ces éléments-là et qu'est-ce qu'on va porter dans notre majeur. Alors, on regarde tout de suite le code civil. C'est ici. On part. Voilà, donc on a ici, comme je vous ai dit, conclusion du contrat, section 1, 1112 et suivant. Attention à ne pas confondre avec validité du contrat, 1128 et suivant. Ça, c'est consentement, capacité, contenu. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la conclusion du contrat, ici, 1112 et suivant.
Donc, qu'est-ce qui nous intéresse en particulier? Les négociations? Non, puisque notre question, c'est si le contrat est conclu. C'est pas ce qui nous intéresse. L'offre et l'acceptation? Oui, c'est ce qui nous intéresse. Par ailleurs, ce qui nous intéresse, c'est ce dont on a parlé avant, pas le pacte de préférence à la promesse unilatérale, c'est pas du tout le cas de l'espèce, mais les dispositions propres au contrat conclu par voie électronique. Donc déjà, on est bien cadré, on est bien ciblé, on va pas s'éparpiller partout, on a dans les conditions de l'examen pas beaucoup de temps, mais on sait que c'est l'offre et l'acceptation, dispositions propres. On sait que c'est ces deux sous-sections qui vont nous intéresser, on va chercher les lois et la jurisprudence dans ces sous-sections qui peuvent être la plus pertinente pour notre majeur. Une autre partie dont on a parlé, c'est la partie de la preuve. Voilà, on va juste continuer ici dans le code civil. La partie de la preuve est bien plus loin dans le code civil. C'est ici l'épreuve titre 4 bis. On a ici plusieurs dispositions. Il n'y a pas énormément qui nous intéressaient, mais on va regarder cette partie aussi. Donc on peut, dans notre majeur, on peut déjà commencer par la question de droit avant la majeure. Est-ce que, on va faire un petit document peut-être si on a le temps, est-ce que, une seconde, je vais écrire comme ça. Voilà, donc est-ce que la société peut poursuivre l'exécution forcée? Ça c'est une question. Et puis après, on peut préciser, faire en quelque sorte des sous-parties, répondre à cette question. Faites pas attention aux accents, hein, ça c'est moins important. Je vous laisse après mieux écrire, c'est pas très grave, on va le faire le plus vite possible. Répondre à cette question suppose de déterminer, et là on peut faire plusieurs sous-parties. Si le contrat est conclu, à part ça, si la société, ça on n'en a pas parlé, mais on peut faire une petite partie de procédure, peut agir en justice. Hein, et dans cette partie, on parlera juste brièvement, hein, intérêt à agir, prescription. À part ça, est-ce que, voilà, ici, la dite société peut prouver, on peut dire si et comment, on peut même écrire ici le cas échéant, si et comment cette conclusion doit être prouvée. D'accord? Donc là, on a, voilà, doit être prouvée. Et puis dans la conclusion, on aura en fait, ça c'est les petites parties ici qu'on a. C'est pas très grave, hein, c'est pas un commentaire d'arrêt, donc je pense que c'est pas très grave si on fait des 1 et des 2 au lieu de faire des A et des B. En tout cas, on a ici des petites parties comme ça. Et ce qu'on peut ajouter ici, encore, diviser encore une fois dans conclusion du contrat, on a déjà offre et acceptation. Et là, ça rappelle beaucoup ce qu'on a vu dans le code civil. Et à part offre acceptation, on a ce qui concerne la voie électronique. D'accord? Donc tout ça, c'est par rapport à la première question de 7 points. Hein. Là, on est dans la question des 7 points. On reste concentré sur les points, on veut un maximum de points. Voilà, conclusion du contrat, offre acceptation, voie électronique. Ça, c'est un peu plus grand. Voilà. Et puis après, on continue avec procédure et preuve. On peut écrire ici procédure et preuve. Et ça, ce sera très très court, les deux. Hein. Procédure encore plus court que preuve. Voilà, et comme ça, on a fini. Ça, ce sera la majeure pour ces premiers 7 points. Voilà, on peut faire plusieurs majeures si on veut. Hein. On peut déjà écrire, par exemple, ici, déjà commencer avec en l'espèce. Ou alors, non, si on préfère, on peut aussi faire en l'espèce après tout ça. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait tout ça dans la majeure. Il faut parler de tout ça dans la majeure. Il ne faut pas rater quelque chose. Et puis ça, c'est le plus important. Le droit substantiel. Offre, acceptation, voie électronique, le droit substantiel et la preuve. C'est vrai que c'est important aussi, mais bon, c'est répétitif, c'est à chaque fois la même chose. C'est systématique. C'est toujours 6 de CPC et 1353. Pas toujours 1353, mais en l'espèce, c'est ça, du code civil. D'accord? Ça, on les met ici. Mais bon, maintenant, on se concentre sur le début de cette majeure. On repart dans le code civil pour bien développer notre majeure, pour qu'elle soit enrichie et pas du tout pour qu'il n'y ait rien qui manque dans cette majeure. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui manque. Alors on va essayer de faire en sorte qu'elle soit complète. Alors on regarde encore une fois conclusion et pas validité comme je vous ai dit avant. Alors conclusion, on regarde contrat et conclusion. Hop. Voilà, dans formation, on a conclusion. Négociation, c'est pas ce qui nous intéresse. Offre, acceptation, oui. Tout de suite, on regarde ici les conditions de validité de l'offre et les conditions d'existence du contrat. On a ici, on rend compte de ça, on l'écrit. Hein. Les parties manifestent leur volonté de s'engager. Alors ici, il faut préciser, on peut le faire plus brièvement que la loi elle-même, on peut écrire les conditions de l'offre et l'acceptation, les conditions de validité de l'offre et l'acceptation, à savoir fermes et précises dans les termes de l'offre et sans réserve. Ces conditions-là, on les précise ici. On peut tout préciser, on peut apporter dans les termes de la loi. Je vous laisse faire ça à vous, je ne vais pas s'attarder là-dessus. À part ça, ce qui peut être intéressant, c'est de bien préciser que la jurisprudence est allée au-delà de la lettre de la loi et a exigé une déclaration non équivoque. Ici, on voit à la lecture de la loi, il n'y a pas d'exigence d'une déclaration non équivoque, mais seulement une éventualité, une possibilité. Cette volonté peut résulter d'une déclaration d'un comportement non équivoque. Le législateur voulait ajouter que même s'il n'y a pas de déclaration, s'il y a un comportement non équivoque, c'est la même chose. Mais nous, ce qu'on veut montrer pour pouvoir bien traiter de l'accord de principe, c'est que, même à supposer qu'il y ait une offre ferme et précise, valable, l'acceptation, quant à elle,
n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas non équivoque. Il est possible d'interpréter qu'il y a une réserve. Et ça, c'est suffisant pour contester la validité de l'acceptation. Comment est-ce qu'on le prouve? La loi, c'est vrai que c'est quasiment suffisant. On nous dit ici, parties manifestent leur volonté de s'engager, mais si on veut être encore plus rigoureux, on va apporter la jurisprudence. Et là, c'est clair, c'est explicite, exige une manifestation claire et non équivoque. C'est ça qui nous intéresse. Ça, c'est pas écrit dans la loi explicitement. Donc on apporte cet arrêt. On peut apporter les autres arrêts qui vont dans le même sens. On apporte aussi cet arrêt. Voilà, on montre qu'on a bien compris en apportant plusieurs arrêts. Après, on peut même, si on veut enrichir notre majeur, on peut même préciser que l'engagement moral, alors même qu'il constitue une acceptation ou une offre, ne remet pas, cet arrêt ne remet pas en cause l'exigence du caractère non équivoque. Certes, l'engagement moral n'est pas non équivoque. Il peut être interprété de sorte qu'il ne contienne pas un engagement juridique. Toutefois, l'engagement est non équivoque, l'engagement tout court. Donc ça, c'est pas du tout un arrêt qui va à l'encontre de notre position dans la majeure. Notre position dans la majeure, c'est très clair. Il faut une déclaration non équivoque. Après, dans la mineure, on va bien souligner le fait que ici, dès lors qu'il est possible d'interpréter que ce n'est pas sans réserve que l'acceptant accepte, la validité de l'acceptation peut être mise en cause. Il n'y a pas de validité. Voilà, en conclusion, l'acceptation n'est pas valable et le contrat n'est pas conclu. Très bien. Ça, on l'a en tête quand on écrit notre majeure, mais on n'a pas encore commencé d'écrire la mineure. Juste, on se prépare. C'est important d'avoir en tête la mineure quand on écrit la majeure. Comme ça, on utilise, on va chercher précisément les outils dont on a besoin dans la mineure. Voilà, donc ça, c'est par rapport à l'offre et l'acceptation. À part ça, on a dit qu'il y a une autre partie, c'est disposition propre au contrat conclu par voie électronique. Ici, tout de suite, on apporte cet article. Hein. Ça peut être utilisé. Voilà. Alors, ça peut paraître trivial et évident. Pourquoi ça ne pourrait pas être utilisé? Là, on peut dire, pour enrichir notre majeure davantage et montrer au correcteur qu'on ait bien compris, on peut parler du principe de consensualisme. C'est apporté plus tard, 1170 à peu près, dans le Code civil, dans la forme du contrat. Voilà, je pense que c'est ici. La forme du contrat, on peut apporter le principe général consensualisme. Voilà, contraction par principe consensuel, donc pas d'exigence de forme. D'où on continue notre majeure. En toute rigueur, le corollaire, la voie électronique peut être utilisée. Corollaire, c'est-à-dire conséquence logique du consensualisme. Bon, on n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails doctrinaux, etc., toutes les analyses, mais en tout cas, on montre qu'on a bien compris, la voie électronique peut être utilisée. Après, est-ce qu'il y a des exigences particulières? Est-ce que la voie électronique a des exigences particulières? Oui et non. Alors ici, les articles disent que oui. Toutefois, dès qu'on regarde un peu plus tard, on voit ici beaucoup d'exigences, beaucoup de conditions, ça devient très très compliqué. Ici, on voit plus tard, et c'est ça la partie sur laquelle on va se concentrer, voilà, on peut déroger. Très bien. Donc on fait le travail le plus rapidement possible. On peut déroger. Donc on n'apporte pas tout ça là. L'article 1127-1, l'article 1127-2. Pourquoi? Parce que c'est conclu entre professionnels. Je vous ai dit au début que ça a une incidence juridique. Le fait que c'est conclu entre professionnels, et ben voilà, c'est là où on le voit. Et puis ici aussi une autre raison pour laquelle on n'apporte pas toutes les dispositions, mais seulement une partie. Je ne vais pas vraiment faire avec vous le tri, mais à vous de voir exactement quelle disposition est pertinente ici. Mais une grande partie n'est pas du tout pertinente. On voit ici que ni 1127-1 ni 1127-2 pour deux raisons. Première raison, conclu entre professionnels. Et deuxième raison, conclu exclusivement par échange de courrier électronique. Ça, on l'écrit dans notre rappel de fait et on en parle dans la majeure. Comme ça, dans la mineure, on peut tout de suite dire que tout a bien été respecté et le contrat peut bel et bien être formé, alors même qu'il est conclu par voie électronique. Ça ne pose pas de problème. Voilà, ça c'est par rapport à la deuxième partie. On a dit que ce qui nous reste encore une fois, c'est le fait que, même à admettre que le contrat est conclu, la question de la preuve se pose. Comment est-ce que monsieur, donc pas monsieur, la société, l'autre co-contractant pourrait prouver, établir sa créance? Il faut faire attention, c'est vrai que c'est tentant d'un point de vue pratique de ne pas traiter de la preuve, puisque de toutes les façons l'acceptation n'est pas bonne. L'acceptation n'est pas valable, donc pas besoin d'aller chercher si la preuve peut être apportée, comment les apporter. Sauf qu'on n'est pas dans un travail pratique ici. C'est un travail qui est censé montrer que vous maîtrisez la matière, pas un travail pratique professionnel. Donc il faut tout qualifier et il faut rentrer dans les détails de la preuve alors même que ce n'est pas nécessaire. Et ça peut être un peu énervant, même frustrant, mais il faut s'habituer, c'est l'exercice qui est attendu. Donc on regarde quand même la preuve, même si de toutes les façons, apparemment, il n'y a pas d'acceptation. Et dans la preuve, où est-ce qu'on est? On est ici, la preuve des obligations. Donc on peut apporter cet article. Le premier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation, c'est qui? On a en tête notre mineur quand on écrit la majeure, hein, c'est les outils qu'on va utiliser dans la mineure. Donc on ne veut pas écrire des outils qu'on ne va pas utiliser et on ne veut pas utiliser des outils qu'on n'a pas écrits. C'est pour ça qu'on a bien en tête toute notre argumentation, même quand on écrit la majeure au tout début de l'exercice. Donc on écrit ça dans la majeure en vue d'écrire dans la mineure plus tard. En l'espèce, c'est la société qui crée le site internet, Impact Net, quelque chose comme ça, qui réclame l'exécution d'une obligation, etc. En conclusion, c'est elle qui doit l'approuver. Voilà, très bien. On peut apporter aussi l'article 6 du Code de procédure civile. Il n'est pas ici, il est plus général, celui qui toute partie doit apporter les faits sur lesquels s'appuient ses prétentions. C'est pas exactement ça, mais l'idée de l'article 6 du Code de procédure civile, c'est que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. D'ailleurs, on peut même écrire cette phrase et entre parenthèses, article 6 du Code de procédure civile. On montre au correcteur qu'on a compris, qu'on ne veut pas perdre de temps sur un principe qui est déjà élémentaire et général. Voilà, on continue. Alors, ce qu'il y a de particulier par rapport au mode de preuve, c'est qu'il y a les modes de preuve, mode de preuve parfait et mode de preuve imparfait. Ici, on a besoin de savoir de quoi il s'agit. On regarde tout de suite l'acte juridique qui porte sur une somme excédant un montant de 1500 euros. Donc, c'est ce qui nous concerne. Pourquoi c'est ce qui nous concerne, cet article 1359? Parce que le contrat est un acte juridique. L'acte juridique étant une émanation de volonté ou une manifestation de volonté qui produit des effets de droit, en opposition avec le fait juridique, tel qu'un accident de voiture, par exemple. Ça, c'est ce qui correspond au fait de l'espèce, l'acte juridique. Alors, il porte sur quel montant l'acte juridique en l'espèce? On a vu que c'était 3500 euros, donc
au-delà de 1500 €. Très bien, qu'est-ce qu'il faut? Il doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou acte authentique. Est-ce que tout de suite on se pose la question, est-ce que la voie électronique peut constituer un écrit au terme de l'article 1359? Oui, et c'est pour ça qu'on va l'apporter dans la majeure aussi. C'est ici, dans les différents modes de preuve. On continue un petit peu. Et ça, vous pouvez le faire tout seul, hein. Dès qu'on sait que tout ça se trouve dans cette petite partie ici, voilà, différents modes de preuve, c'est pas très long. On recherche dans le chapitre 2, enfin même dans le titre 4 de la preuve d'obligation, c'est pas très long comme titre, le titre 4 bis. Et donc, en condition d'examen, on peut rechercher très rapidement et retrouver que oui, l'écrit électronique a la même force probante, etc. Donc on écrit dans la majeure, on n'est pas obligé d'écrire tout. On essaie de synthétiser l'article. Après ça, on peut passer à la mineure. Et bon, on a dit qu'il y avait encore quelques parties. Il y avait, on a dit, donc on a fait tout ça, hein. On a fait conclusion, offre, acceptation, voie électronique. On a fait la preuve, on n'a pas fait la procédure, mais la procédure, oui, c'est un autre article qui dit que c'est 5 ans. Et puis, on peut apporter l'article 31 du CPC pour dire qu'il y a intérêt à agir. Il y a intérêt à agir. Et 5 ans, ça c'est l'article 2224, c'est ce qui nous intéresse. Mais c'est pas très grave si vous ne le mettez pas, vous pouvez seulement écrire 5 ans, c'est aussi bien, c'est aussi très bien d'écrire 5 ans. Donc on retourne dans le petit schéma ici. Ici on a 5 ans et c'est 2224. Voilà, on a dans la preuve, on a cet article-là plus notre cas particulier d'acte juridique supérieur à 1500 €. Très bien. Après, on passe à la mineure. Dans la mineure, on va reprendre tout ça et on va regarder le cas pratique encore une fois. Donc le cas pratique, il est ici. Dans la mineure, on va reprendre chaque point et appliquer les règles de droit à chacun des points, à chacun des faits de l'espèce. On va peut-être d'ailleurs reprendre le document. Voilà. Donc par rapport, on reprend chaque petit point. Offre acceptation, voie électronique. Par rapport à l'offre acceptation, déjà, c'est pas indiqué si l'offre est ferme et précise. Mais il faut le vérifier. Il semblerait que l'offre est ferme et précise, puisque, encore une fois, en regardant le document ici, il semblerait que l'offre est ferme et précise, puisqu'il répond: je vous remercie de votre effort sur le tarif. Ça, on peut le dire dans la mineure. En tout état de cause, si l'offre n'est pas ferme et précise, le contrat n'est pas conclu, le contrat n'est pas valablement conclu. À part ça, même à admettre, ça on le précise encore, dans la mineure, même à admettre que l'offre est ferme et précise, l'acceptation pose une certaine difficulté en l'espèce. Pourquoi? Tout de suite on explique. Dès lors que il est possible d'interpréter l'expression accord de principe, envoyée par un courriel le 15 juin 2023, comme une réserve que le contractant se laisse à lui-même, comme une possibilité de se rétracter, une possibilité intégrée dans la déclaration elle-même, et donc une déclaration qui n'est pas non équivoque. Alors nous, on a en tête la majeure, c'est il faut une déclaration non équivoque, il faut une manifestation de volonté qui ne peut pas être interprétée de telle sorte que ce n'est pas une manifestation de volonté de s'engager. Voilà, donc ça, on le précise très bien dans la mineure. On a parlé de cet accord de principe. Après, on parle des conditions posées. Donc, par ailleurs, même à part le fait que c'est un accord de principe, tout allait bien. Donc, oui, donc en fait, à la limite, là, on vient de faire une petite erreur en commençant par l'offre et l'acceptation. Il faut commencer par tout ce qui va bien dans la mineure pour la conclusion du contrat. Et oui, et le fait que c'est par voie électronique, ça va bien, alors même que toutes les conditions de la loi qu'on a vues ne sont pas respectées dès lors qu'il s'agit de professionnels. Donc, c'est deux professionnels et les contractants. Les parties sont des professionnels et à part ça, tout a été sous la forme d'échange de courriel. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la loi avant. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté, c'est l'acceptation. Voilà, ça, on le précise dans la mineure. On continue avec la preuve, puisque c'est au-delà de 1500 €. Ce qu'il faut, celui qui doit apporter la preuve, pardon, le demandeur ici, c'est Société Impact Net, c'est elle qui réclame l'exécution d'une obligation. C'est un acte juridique puisque c'est un contrat. C'est au-dessus de 1500 €, donc la preuve doit être par écrit. On apporte l'article qui dit que les écrits électroniques peuvent être des écrits à titre de preuve. Donc oui, donc de tous ces points de vue-là, la société peut apporter le courriel, mais et puis, bon, on continue dans le même sens pour montrer que tout va bien. La procédure, aussi dans la mineure, il a un intérêt à agir, la société a un intérêt à agir, la prescription est de 5 ans, très bien. Et ce qui nous reste, c'est la société ImpactNet. Oui, elle peut apporter une preuve, elle a un intérêt à agir, elle peut agir en justice, mais l'acceptation n'est pas bonne. Donc, à défaut de faits supplémentaires, il ne pourrait pas obtenir gain de cause. On peut tout simplement répondre à la question comme ça. Non, la société ne peut pas obtenir gain de cause. Même si elle a un intérêt à agir, et même si elle est dans les délais de prescription, et même si elle a une preuve. Pourquoi l'acceptation n'est pas bonne? Bon, tout ça, c'est en ce qui concerne le, la première partie. On peut même ajouter un petit détail pour montrer qu'on comprend bien la matière, c'est-à-dire que si la société ImpactNet a déjà commencé l'exécution et que ce commencement d'exécution est arrivé à la connaissance de M. Samy, on pourrait considérer que c'est un comportement non équivoque qui vaut acceptation. Voilà, ça peut être intéressant. Mais rien n'est indiqué dans ce sens dans les faits de l'espèce, donc oui, il n'a pas besoin de se soucier, M. Samy. C'est pas possible pour la société d'obtenir gain de cause. On continue tout de suite, on enchaîne avec la deuxième partie. On regarde, on essaie de gagner du temps d'aller le plus vite possible. Responsabilité civile, on va très vite dans le code civil. Responsabilité civile, on sait que c'est 1240. On a une post-it sur le 1240. Bon, ceux qui n'aiment pas les post-it, c'est pas grave, mais en tout cas, on sait que c'est 1240. On regarde ici. Voilà, 1240.
Cet article soumet la responsabilité civile à 3 conditions: faute, lien de causalité et préjudice. À part ça, il faut regarder en particulier le stade précontractuel. Et on a ici déjà le travail qui est fait, vous voyez. Il y a l'offre et l'acceptation. Le stade précontractuel, il est justement là. Le stade précontractuel, on a ici la faute, voilà, faute commise dans la négociation, le lien de causalité et le préjudice. Attention, la loi ne le dit pas explicitement, mais enfin elle le dit, mais elle ne précise pas ce qui est indemnisé. C'est seulement les frais engagés dans la négociation qui sont indemnisés. Qui dit ça? C'est l'arrêt Manoukian. L'arrêt Manoukian, on va essayer de le trouver ici. Si on ne le trouve pas ici, c'est pas grave, on va trouver des autres arrêts. Et on va essayer de caractériser, de poser les critères dans la majeure par rapport à la faute et de préciser quel est le préjudice réparé. Ici, on a d'abord des critères pour parler qui sont trop longs, qui sont longs, tout simplement. On a une rupture brutale, donc la veille de la signature, et l'arrêt Manoukian qui nous dit que l'espoir légitime du contractant, c'est aussi un critère pour caractériser une faute dans la rupture. Une faute dans la rupture. Mais attention, le préjudice réparé, c'est seulement les frais engagés dans la négociation. Voilà, la rupture est un droit, la rupture est un droit, on a le droit de rompre, c'est la liberté contractuelle, et donc il n'y a pas de lien de causalité entre la faute qui n'est pas le fait de rompre, mais le fait de rompre dans des circonstances particulières, donc alors même que ça a duré 4 ans, alors même que c'est la veille de la signature, alors même qu'il y a un espoir légitime, de croire que le contrat va être conclu, tout ça, c'est ce qui constitue la faute. Donc il n'y a pas de lien de causalité entre cette faute et le manque à gagner du contrat. Voilà. Donc ça, il faut le préciser dans la majeure. On va appliquer très rapidement à l'espèce dans la mineure. On regarde ici, dans la mineure. Voilà, on peut tout de suite constater, hein, il n'y a pas de pourparlers qui sont particulièrement longs. Du 15 juin au 17 juin, c'est seulement 2 jours. Rupture brutale, non, rien ne nous indique que c'est la veille de la signature ou quelque chose du même type. Espoir légitime, non, il n'y a pas d'espoir légitime a priori, puisqu'il y a seulement 2 jours et il n'y a pas vraiment de. Non, pardon. Il n'y a pas d'espoir légitime. Pourquoi? Parce que justement, l'accord de principe écarte l'espoir légitime. C'est aussi un fonctionnement parallèle, similaire au fonctionnement qu'on a, au mécanisme, au principe qu'on a vu avant. L'accord de principe, c'est cette petite expression là qu'on ajoute de principe. Ça change tout. Ça change tout et par rapport à la validité de l'acceptation et par rapport à la caractérisation d'un espoir légitime et subséquemment d'une rupture abusive en circonstance, en présence d'un espoir légitime. Donc, on peut dire dans la mineure qu'il n'y a pas de faute, et à part ça, on peut même aller plus loin et dire qu'il n'y a pas de préjudice, puisque le seul préjudice qui est réparé, c'est les frais engagés dans la négociation, et ici, visiblement, il n'y a aucun frais engagé dans la négociation, simplement des courriels. Alors, ça ne coûte pas d'argent d'envoyer des courriels, et puis il n'y a pas eu de rendez-vous particulier avec des experts comptables, etc. Donc voilà, on est dans un cas où c'est facile, dans la mineure, de bien démontrer notre position, et il faut argumenter, c'est très important, pas seulement écrire oui, il n'y a pas de faute, ou alors il n'y a pas de préjudice. Non, il n'y a pas de faute. Pourquoi? Parce que tous les critères, on va un après l'autre, et on démontre qu'ils ne sont pas caractérisés en l'espèce, et on peut même expliquer que la faute, que le préjudice, lui non plus, n'est pas caractérisé en l'espèce, il n'y a pas de frais engagés dans la négociation. Donc la réponse, en conclusion, oui, Monsieur Samy n'a pas à se soucier de l'action en justice de son co-contractant à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle. Voilà pour cette deuxième partie. Donc on a fait la première partie des 7 points, la deuxième partie des 3 points. On va faire un petit résumé, et puis la prochaine fois, on fera peut-être la deuxième partie ici, avec les autres points. Pour le petit résumé, on va justement regarder le document qu'on a fait, et dans le document, on voit ici donc la question de droit, est-ce qu'il peut poursuivre l'exécution forcée? Ça, c'est la première question de droit sur les 7 points. Après, on fera une note de 3 points. Et ça se sous-divise encore une fois. Le contrat est conclu. On a la procédure, la deuxième partie, intérêt et prescription, la preuve. Cette première partie se divise encore en deux parties, offre acceptation, voie électronique. La procédure se divise en deux parties, intérêt et prescription. Et la preuve, on peut aussi la diviser un petit peu. Déjà, le demandeur doit apporter la preuve. À part ça, il y a une particularité concernant les actes juridiques. Et ici, on dit aussi qu'il y a une particularité. Voie électronique, c'est bon aussi pour un écrit. Voilà. Ça, c'est un petit brouillon pardon, qui schématise. Par rapport à la deuxième partie, c'est-à-dire la responsabilité civile, on a bien développé, et ça on va le faire ici, on a bien développé qu'il y a 1240. Il y a 1240, il y a 1112, et puis après, on a la jurisprudence de 1112. Jurisprudence apportée en bas de l'article 1112. On a les critères pour la rupture abusive. Et puis on a dit le préjudice réparable. Et après l'application à l'espèce, on a dit qu'il n'y a pas de souci. Pas de souci pour Samy. Pas de souci pour Samy. Voilà, mais il faut bien sûr argumenter. Ici, on argumente. Puis, comme ça, on peut espérer avoir une bonne note dans cet exercice. Mais j'espère que j'ai pu vous aider. On fera la prochaine partie une autre fois. À bientôt.